Bonjour, je m'appelle Nicolas Fallour et je suis product designer. Donc j'ai travaillé chez Lip pendant 1 an et demi et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc comme l'a dit Léa, j'avais un rôle un peu schizophrène vu qu'on était une petite start-up, on était 10. Il n'y avait pas de product manager et vu que j'avais un background à la fois design et business, en fait les choses ont fait que j'en suis venu au product management naturellement. Et je vais vous montrer un peu comment j'en suis arrivé là. En fait, j'avais un poste assez schizophrène qui était de à la fois diverger pour faire du design, trouver des nouvelles idées, etc. Et à la fois de devoir converger tous les 15 jours pour pouvoir shipper, pour pouvoir sortir en prod des nouvelles features. Donc Leap, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une app sociale qui est axée sur la vidéo et qui permet de personnaliser n'importe quel type de vidéo. Donc en fait, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle vidéo sur le web. Donc il y avait une bibliothèque à peu près de 3-4 millions de vidéos, et tous les jours, ils s'en rajoutent des dizaines de milliers. Et en fait, les gens prenaient n'importe quelle vidéo, mettaient leur voix dessus, mettaient de la musique, mettaient du texte, et après la diffusaient. Donc en fait, ils pouvaient viraliser, si vous voulez, n'importe quel contenu vidéo. Et au début, donc, on pouvait juste créer, et à la fin, on pouvait consommer, regarder des chaînes, etc. Avec Leap, on a fait donc, quelques chiffres, on a fait 1,5 million d'installs. Donc on avait environ 300 000 monthly active users et 100 000 DAU quand ça marchait, quand c'était au top. Et on avait 20% de notre base donc de DAU qui passait plus de 2 heures sur l'app. Donc on avait vraiment un phénomène d'addiction. Et on avait, ce chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'on avait en moyenne 100 vidéos qui étaient vues par jour par les utilisateurs. Donc ça faisait plusieurs millions de vidéos vues par jour. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de rejoindre une nouvelle aventure et je suis allé chez Zenly. Chez Zenly, pourquoi Zenly? Vous avez dû voir l'actualité un petit peu. Peut-être pour ceux qui savent, Zenly viennent de lever avec Benchmark, qui est un fonds américain, qui a investi entre autres dans Snapchat, dans Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et ils viennent de faire donc un tour de 20 millions, juste avant d'avoir fait un tour de 10 millions avec Niel et ID Invest. Et donc c'est une boîte qui a de très gros besoins de recrutement en équipe. Et comme vous pouvez voir, au niveau positionnement, je suis pas trop dépaysé niveau team. Donc du coup, vu que je parlais avec eux depuis une bonne année, en fait il s'est fait naturellement. Vu que Leap, là ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vendre Leap. Parce que malgré les bonnes métriques, le fait que l'écosystème n'est pas prêt à financer de la vidéo sociale, parce qu'il y a Top Smash qui est passé juste avant nous, qui avait 7 millions et qui s'est planté. Du coup, les investisseurs étaient un peu frileux sur ce type de marché. Et en fait, c'était optimal pour moi, parce que là, actuellement, j'ai quitté Leap le mois dernier. Donc j'ai rejoint Zenly, et là, on vend Leap dans les mois qui arrivent. Donc je vais vous présenter le talk sur le product management is like poetry. Vous allez comprendre pourquoi la métaphore. En fait, c'est une méthodologie agile qui va vous permettre d'organiser votre planning de release produit d'une manière assez efficiente et pertinente. Donc, en fait, on l'a mis en parce que chez Leap, on avait une très petite équipe, on était très agile du coup, et on était vraiment dans le flou sur ce qu'on faisait, donc on avait besoin de réponses, on avait un gros besoin de réponses. Parce que comme vous le savez, quand on essaie d'avoir une vision assez holistique du produit, on va essayer de tester le plus d'hypothèses possible. Donc là, vous avez le chemin assez classique de ce que fait un senior designer. Il va avoir plusieurs hypothèses qui se présentent à lui. Il va en valider certaines, et ensuite il va continuer sur ces hypothèses. Parfois elles se divisent, parfois elles se rejoignent, et en général, en fonction des métriques qu'on va avoir, on va cutter. Et cette méthodologie, ça va permettre d'éviter de passer à côté de la bonne feature. Donc ça, en général, c'est la méthodologie qui est assez courante, qui est appliquée. Et ce qui permet de garder le cap, ça va être la vision qui va être en général donnée par le CPO, le board ou un head of product, etc. Donc en fait, avec cette méthodologie, avec ce cycle, on utilise ce feedback loop que vous devez connaître, donc c'est Lean Startup, on ne répète jamais assez. C'est où vous allez devoir construire votre feature, la mesurer, voir les datas qui arrivent de votre feature, apprendre sur ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, et ensuite itérer et recommencer, etc. Mais ce qui fait la pertinence vraiment de ce feedback loop, c'est que plus on arrive à l'accélérer, plus on arrive à faire des cycles courts, c'est-à-dire une semaine, 15 jours, plus on va réussir à aller vite et à avancer et à aller vers la vision qu'on voulait, et donc valider le maximum d'hypothèses.
Donc pour valider des hypothèses, ce qui est communément utilisé, c'est quoi? C'est de faire des prototypes et de faire des user tests. Donc ça c'est bien, il faut le faire, mais il y a quelque chose de mieux, et il n'y a rien qui vaut ça, c'est de faire des expérimentations massives avec de la vraie data, donc utiliser les vrais users, et donc utiliser un vrai contexte. Donc les gens qui vont être chez eux, qui vont être en déplacement, qui vont avoir du wifi pourri, etc. Donc c'est pour ça que ce que je préconise, c'est vraiment de déployer en prod des features et d'utiliser plus des stratégies de rollout, c'est-à-dire de shipper votre feature sur 10%, 15%, 20% de votre base, et du coup avoir des vraies métriques pour pouvoir avancer avec. Surtout quand vous êtes dans des phases de questionnement et d'hypothèse. Donc, pour revenir donc, à la métaphore, je suis sûr que vous vous souvenez de vos cours de poésie. Vous aviez au collège sur les rimes. Donc, vous aviez les rimes ABAB, ABBA, AABB, les rimes embrassées, croisées, suivies, etc. En fait, shipper des features, c'est à peu près la même chose. Au début, c'était parti d'une blague. Je disais à mon CTO qui était juste à côté de moi, je lui disais c'est marrant, j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait une feature, une hypothèse A, une hypothèse B, puis après on itère, on revient sur l'hypothèse A, l'hypothèse B. Et donc, du coup, en fait, au final, mes hypothèses, pour pas avoir à les réécrire à chaque fois, je les nommais avec juste des lettres A, B, C, D, etc. Et comme ça, je voyais après avec les teams où j'en étais. Surtout qu'on faisait à la fois iOS, Android et web. Et ce qu'on voulait faire pour maximiser, on va dire, le nombre d'hypothèses validées, c'est qu'on validait des hypothèses différentes sur Android que sur iOS, que sur web. Et dès qu'une était validée sur une plateforme, on l'a shippé sur le plateforme, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement qu'on peut, en faisant ce système ABAB, on peut en fait essayer de shipper le plus de features possible dans le laps de temps le minimum possible. Pendant la période A, vous allez construire votre hypothèse. Ensuite, vous allez passer 15 jours, vous allez la shipper. Ensuite, vous allez passer à votre hypothèse B, qui doit être décorrélée le plus possible de votre hypothèse A pour ne pas influer, bien sûr, sur les métriques. Et pendant que vous faites votre hypothèse B, donc vous êtes dans le dur en train de préparer pour la prod dans 15 jours, et bien vous regardez les métriques de votre hypothèse A, vous essayez de voir ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, et vous allez, une fois que vous avez shippé B, en fait, itérer sur A et vous dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Dans ce cas-là, vous allez améliorer A, et ensuite, ainsi de suite, vous allez shipper l'itération A et vous mettre à travailler sur B. Donc du coup, chez Lip, par exemple, là je vous donne ce qu'on faisait, c'est qu'en A, on allait tester de mettre des musiques sur les vidéos. Donc on a testé par exemple l'API Deezer, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et du coup en B, on s'est dit, bah maintenant on ajoute le texte sur les vidéos. Une feature qui n'a rien à voir. Du coup, on s'est dit pendant B, est-ce que ça marche pas? Combien de pourcentage de notre database, de notre user base utilise la musique? On s'est rendu compte que du coup Deezer marchait moins bien que l'API Spotify, qu'on a fait dans l'itération B. Et ensuite on a alterné AB, AB, donc comme vous voyez c'est un peu une pattern qui se croise. Le but c'est d'éviter de faire 3-4 itérations. Si vous vous rendez compte qu'au bout de 3-4 itérations de A ou de B, votre feature, il y a pas d'adoption qui est suffisant. En général, ce qu'on prenait c'était 20% de notre base. Si on n'avait pas 20% de la base qui utilisait 20% de la base qui utilisait la feature, on la kill. Sachant que le plus c'est mieux. Ensuite, la deuxième pattern, donc du coup, vu que j'avais identifié cette pattern qu'on faisait chez Lip AB, AB, je me suis dit, est-ce que les autres patterns de la poésie, elles fonctionnent ou pas? Donc j'ai essayé le motif embrassé, le rythme embrassé, et en fait, il s'avérait qu'on faisait naturellement cette pattern lorsqu'on avait besoin de shipper des features beaucoup plus orientées sociales. Par exemple, on allait lancer le search, qui allait être sourcé avec les recherches les plus populaires, avec des suggestions de recherche, qui allait être data miné sur le type de contenu qui correspondrait le plus à l'utilisateur. Et pour ça, on avait besoin de plus de données, parce que la feature a besoin de maturer. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'on sortait la feature et on attendait un mois. On attendait 2 fois 15 jours, 2 sprints. Et pendant ce temps-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait donc un mois à regarder des métriques. On faisait du bug fix pour stabiliser l'appli. Ou ce qu'on pouvait faire, c'était des améliorations incrémentales. Donc on rajoutait le bouton, on le bougeait à droite, le profil, voilà, on allait bouger un peu à droite, un peu à gauche, etc. pour regarder si ça marchait mieux, on changeait les icônes, si vous voulez, on bougeait juste les éléments dans la place, mais on faisait pas des hypothèses qui étaient très... Enfin, on faisait des hypothèses où on savait derrière le résultat qu'on allait avoir.
Voilà, donc ça c'est pour la pattern embrassée. Et donc la troisième, c'est la pattern suivie, qui va en fait vous permettre de réaliser les plus grosses features. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, donc plus en B2B par exemple, vous avez en fait fait des études marketing sur ce que veut votre cible, vous avez un cahier des charges très précis. Ce que vous allez faire, vous allez travailler plutôt 2 sprints de 15 jours qui vont vous permettre d'avoir des échéances à plus court terme pour pouvoir avec votre équipe faire de l'eau, si vous voulez, pour structurer un peu le sprint. Et vous allez pouvoir lancer après une autre grosse feature B, etc. Sauf que le défaut vraiment de ce motif, ça va être de ne pas avoir assez de recul pour pouvoir analyser les datas. Et du coup, ça demande d'être assez sûr de ce qu'on fait, donc c'est pas conseillé quand on débute. Mais par contre, c'est vraiment top si on a besoin, par exemple, comme je vous disais, de faire des features plus axées B2B, ou pour stabiliser vraiment votre app. Si vous êtes pendant l'été, en général, vous n'allez pas sortir des features, vous allez vous dire qu'il faut vraiment stabiliser, ça bug de partout. Du coup, vous allez faire 2 gros sprints de bugfix, de stabilisation et de refacto du code. Par exemple, là, ce qu'on a fait, nous, quand on a lancé toute la partie consommation de Leap, c'était un énorme chantier, parce qu'au début, on était juste sur la production. Et en fait, on a sorti donc la Leap TV, ce qu'on avait appelé la Leap TV, qui ressemble un peu aux stories Snapchat. C'était toutes les vidéos qui étaient créées par les utilisateurs de Leap. Donc on avait des algos derrière de popularité, de nouveautés, d'abonnements, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a divisé sur 2 sprints, parce qu'il y avait un gros chantier. Et pendant qu'on regardait ces chiffres-là, parce qu'on attendait que ça prenne un petit peu, on a justement fixé tout ce qu'on avait comme problème sur le recorder pour enregistrer les voix, pour enregistrer le texte, etc. Et du coup, sur A, qui arrive après, on a itéré sur la télé. Donc on a un modèle un peu qui est, on va dire, un modèle avant une amélioration de la pattern croisée de la première que je vous ai montrée, c'est ABC, ABC. Et ça, au final, c'est ce que j'utilisais à la fin, parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent. C'est que je sortais une feature sociale A, et j'avais 2 semaines en fait pour savoir ce qui allait arriver sur les metrics. Pendant ce temps, je sortais une feature sociale B, et j'avais 2 semaines, et une feature sociale C, pareil, 2 semaines. Après, reste pas recommandé de commencer par aller avec ça, parce qu'on doit jongler du coup avec 3 hypothèses en simultané sur la même plateforme, et parfois ça peut être casse-gueule. Par exemple, en A, on avait fait un leaderboard pour voir quels étaient les top créateurs sur l'appli. En B, on avait lancé une feature qui était sur les tags, pour pouvoir taguer justement tous les contenus et les retrouver par thématique. Et en C, on avait lancé les achievements avec des paliers à atteindre pour l'utilisateur, etc. Et du coup, en A, on itère sur le leaderboard, en B, on itère sur les tags, et en C, on itère sur les achievements. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois, c'est un peu une petite gymnastique, mais en fait, le simplifier comme ça permet à tout le monde d'avoir une vision assez claire d'où on en est, de ce qu'on fait, et de quelle hypothèse a été droppée et quelle hypothèse a été validée. En gros, chez Leap, ça c'était notre modèle de sprint, accès produit. Ce qu'on faisait, c'est que le lundi, je testais en fait, je faisais test user, toujours avec 3 à 4 users qu'on faisait venir, donc des jeunes de moins de 18 ans, parce que c'était notre cible, sur du 14-18. On les faisait venir, on les faisait tester l'appli, etc. Je faisais tester en fait le sprint précédent, des prototypes, et éventuellement s'ils avaient des nouvelles idées. Donc en général, on faisait la release de la version de l'app qui était shippée le vendredi. Ensuite, le mardi, ce que je faisais, c'est que je définissais le scope de la nouvelle hypothèse et je faisais des recherches, je faisais de la veille sur ce qui était possible. Le mercredi, je présentais ça à l'équipe et là, on définissait ensemble quelles hypothèses nous semblaient les plus intéressantes. Et du coup, je me mettais à travailler le jeudi sur le premier design, j'itérais sur mes designs le vendredi et le lundi, donc en 3 jours, j'avais mes designs finaux. Donc c'était vraiment très lean, donc il n'y avait pas beaucoup d'itérations. Et le mardi, en fait, j'allais leur présenter directement moi mes designs. Donc je leur présentais 2-3 hypothèses qu'on avait trouvées plausibles. Et on se disait, ok, celle-là on la ship, celle-là on la ship pas. Le jeudi, je modifiais leur retour. Le vendredi, je prototypais pour pouvoir communiquer mieux avec les devs, pour qu'ils comprennent exactement les animations que je voulais, etc. sur l'appli. Et toutes les specs et les user stories, je devais aussi les écrire du coup le vendredi. Donc comme vous voyez, c'est très condensé, mais ça marchait assez bien. Et ce qui est, du coup, là, par exemple, j'allais définir mon hypothèse A, B, C, etc. Et là, on allait choisir de release que la A, et du coup, on sortait avec la A sur iOS le lundi. Avec cette technique, pour vous montrer que c'est pas que de la théorie et du vent. Par exemple, au début, ça c'était notre home, sur lequel on avait tous nos contenus, nos contenus populaires vidéo, et on n'avait pas voulu casser justement le modèle production first. On avait mis juste un bandeau de consommation,
Le problème, c'est que les gens en fait l'identifiaient comme de la pub, donc du coup ils cliquaient pas dessus. Donc on avait juste 5% de conversion sur ce funnel-là, sur les gens qui cliquaient sur ce header. Ensuite, donc là en général c'est l'aveu d'un designer raté, on a mis des flèches. Cliquez là. Bon, en général, vous pouvez toujours un peu tricher comme ça, et donc on avait gagné 10 points. Donc on avait la vidéo et on avait un effet assez sympa du rond qui s'expande pour arriver sur le player. Ensuite, on s'est dit ça va pas, il faut qu'on donne un format vidéo à ce header. Donc du coup, on avait fait un vrai carré. On a essayé, on a monté, parce que du coup, on voyait vraiment plus que ça. Donc on est monté à 40%. Je me suis rendu compte que, pareil, on l'identifiait comme une bannière. Du coup, je l'ai créé comme une carte un peu sur les guidelines Google pour voir si ça rendait l'objet un peu plus cliquable. Donc on a monté de 5 points. Et après, je me suis dit, bon, on va essayer le modèle Snapchat, on n'a rien à perdre. On essaye le design des stories. En fait, l'usage est tellement logique et banal pour les users, donc les 14-18, qu'on est passé à 98% d'ouverture. Et à ce moment-là, nos chiffres, ils ont décollé. Sachant que dès le début, on avait déjà les gens qui regardaient 50 à 60 vidéos dans la télé, donc on savait qu'en fait le design de la télé derrière était bien, mais en fait on n'arrivait pas à faire venir assez de monde dans la télé, donc on a vraiment eu... C'est à partir de ce moment-là, 98% qu'on a dépassé notre premier million de vidéos vues par jour. Et quand c'est une feature clé qui est nécessaire, tout à l'heure je vous disais au bout de 3-4 itérations vous droppez si ça marche pas. Si c'est votre feature clé comme là la consommation, faites autant d'itérations qui est nécessaire pour craquer le truc, parce que si c'est votre feature clé, normalement c'est votre business, donc il faut absolument le craquer. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un bon design pour la feature. Donc bien sûr le conseil numéro 1, c'est de garder votre produit simple avec cette méthode, qu'à chaque fois on peut cutter, on peut supprimer les features qui servent à rien. Donc je vous ai dit, dès qu'une feature était en dessous de 20% de conversion sur un funnel, on la dropait. On perd pas de temps, pareil, à supporter des features et à faire du bug fix, à maintenir les versions sur des features que des utilisateurs n'utilisent pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans les boîtes tech. Et surtout, en fait, à chaque fois, on se rapproche d'un product market fit qui est parfait, qui est quasi. Bien sûr que c'est impossible d'avoir une perfection là-dessus, mais on se rapproche, par exemple, à 98%, on est quasiment parfait sur notre funnel. Avec cette méthode, donc on a complété en un an 36 sprints, tous les 15 jours à peu près. On a fait plus de 1400 user stories, donc une par feature, et plus d'une dizaine de milliers de tasks, donc ça peut être assez efficace. Donc pour aller plus loin, super voilà, pour aller plus loin, excusez-moi, on peut jouer en fait avec le modèle. On peut jouer en fait avec ces modèles autant qu'on veut. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce modèle, il peut vraiment s'adapter à votre boîte. Par exemple, là, je vous fais un exemple avec une boîte. Ça, c'était à peu près ce qu'on faisait à la fin, c'est qu'on a fait 2 teams Android et une team iOS. Le team, c'était une personne, des gros teams. Donc, par exemple, on a une team iOS 1 qui va tester la feature A, hypothèse A, hypothèse B, hypothèse A, hypothèse B, hypothèse A, puis qui va valider son hypothèse B et qui va se mettre à tester une hypothèse E pendant bug fix, par exemple. Et ensuite réitérer son hypothèse A qui avait besoin d'un peu plus de recul. Et dès que cette hypothèse B a été validée en fait sur iOS, hop, sur Android, on se met à la shipper. Et en général, on a une adoption qui est très bonne. Parce que même si on dit qu'il y a des différences entre iOS et Android, elles ont tendance aujourd'hui à beaucoup converger grâce à Google Material entre autres. Les deux plateformes convergent beaucoup, donc au final, une hypothèse qui est validée sur iOS est transposable sur B. Ensuite sur C, on va tester, sur la team iOS 2, on va tester une plus grosse feature, donc on met un mois à la faire. On va peut-être tester une deuxième grosse feature, ça va être les développeurs un peu plus algo, etc., costauds, on va les mettre sur des grosses features, et après ils vont se mettre à itérer sur ces grosses features. Cette grosse feature C, une fois qu'elle est validée, iOS, pareil, on la ship sur Android. Et Android, on voit qu'ils ont commencé par une feature sociale E, et lorsqu'elle a été validée, hop, ça a été iOS de l'implémenter. Ils ont besoin de 2 semaines pour l'implémenter, mais du coup on peut voir assez facilement en fait qui fait quoi, et ça permet d'avoir un planning, si vous voulez, de release qui est clair pour tout le monde et qu'on peut afficher, on peut rendre dynamique, etc. sur un écran dans l'office. Après il suffit de mettre une légende pour savoir à quelle lettre correspond quelle hypothèse. Ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait cette méthodologie vous pouvez l'automatiser. C'est-à-dire vous allez préparer un backlog, si vous voulez, toutes vos hypothèses sur telle ou telle feature. En tant que designer, en tant que développeur, vous allez en fait les mettre en queue
si vous voulez. Et dès qu'un nouvel utilisateur va télécharger votre app, vous allez utiliser plutôt du feature flipping, c'est-à-dire votre utilisateur il va tirer un nombre random entre 1 et 100. Et si vous partez du principe que 10% de votre base va être considéré comme bêta-testeur, c'est ce que fait Facebook à peu près sur Messenger et sur Facebook, en fait, vous allez être un utilisateur d'exploration et du coup, on va vous donner une hypothèse random dans votre backlog. Et de cette hypothèse random, on va updater en fait les métriques liées à cette hypothèse. Donc votre taux de conversion sur votre funnel, votre taux d'adoption, votre taux de rétention, etc. Et si jamais ces valeurs dépassent les valeurs de la base d'exploitation, qui représente 90%, qui est actuellement l'hypothèse qui marche le mieux, en fait vous allez automatiquement la remplacer. Vous allez la remplacer et du coup, ici vous allez pouvoir avoir une hypothèse B, C, D, E. Ici vous n'avez que votre hypothèse A. Si jamais l'hypothèse D elle s'avère être meilleure que la A, hop, directement elle se remplace. Et vous en fait en tant que produit, avec votre petit team de développeurs, vous allez pouvoir juste stacker des hypothèses dans l'exploration. Et dès qu'il va y en avoir une qui va s'avérer être meilleure que l'autre, elle va passer en exploitation. Et ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est qu'il suffit juste d'avoir une archi back-end qui est assez robuste pour pouvoir permettre de faire ce genre de mécanique. Mais une fois que c'est en place, c'est très efficace. Et là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place actuellement chez Zenly. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir valider sur une team à peu près entre 4 et 8 hypothèses par mois, ce qui permet d'avancer très vite et de se rapprocher très vite du product market fit. Bien sûr, ça multiplié par le nombre de teams que vous allez, le nombre de verticales que vous allez ajouter dans votre modèle. Voilà, merci. Si vous avez des questions, du coup, pas besoin de micro, je pense. Ouais. Quel outil est-ce que tu utilises pour justement automatiser le déploiement de nouvelles hypothèses? C'est des outils maison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui fait ça. Je sais que Facebook le fait. Et si vous voulez plus d'infos un peu sur ce système d'automatisation, c'est une méthodologie qui s'appelle les bandits manchots qui existe et qui était c'est des chercheurs de PhD Stanford qui l'ont mis en place. Des chercheurs des doctorants c'est le bandit manchot. Voilà. C'est une méthode qui commence à être connue de l'A/B testing, un peu plus automatisée que l'A/B testing à la main. Ouais. Donc en fait, un sprint, c'était une hypothèse à chaque fois. On essayait de faire ça. Après, parfois, un sprint... En fait, moi en tant que designer, des fois je faisais plusieurs hypothèses dans un sprint, mais j'essayais de faire une plateforme, une hypothèse, pour éviter de polluer sur en fait d'avoir des métriques qui explosent et pas savoir si c'était lié à une ou l'autre des hypothèses. Mais 15 jours une hypothèse, ça permet quand même d'aller vite. Et du coup, dans des écrans de 5 à 90%, ouais. Ça a pris combien de temps en fait entre le premier écran et le dernier écran Bah, ça a pris 5 fois 15 jours. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, c'est 2 mois et demi, c'est ça. Bah, c'était de janvier à février. C'est le moment où on se remettait en question, etc. Et c'était hyper important de craquer ça et c'est à ce moment-là où les chiffres ont vraiment décollé. Et si vous voulez savoir un peu, chez Leap, on avait une rétention à faut tout vous dire aujourd'hui, à 90 jours qui était de 10 points, 10%, et on l'a augmenté en fait de 15 points. Donc on est passé à 25% de rétention sur 90 jours grâce au modèle de consommation. Parce qu'après on a fait les profits, donc les gens pouvaient capitaliser sur du contenu qu'ils créaient, etc. Et on savait que la rétention passait par la consommation, et ce qu'on voulait vraiment craquer, c'était pas la consommation, c'était la rétention. C'est ce que les investisseurs nous disaient, etc. On avait vu tous les fonds européens et ils nous disaient on a besoin de ces métriques de rétention pour vous fournir des voilà. Justement sur la rétention, est-ce que vous avez travaillé sur ce qui est une notification pour faire, bien sûr. C'est des choses qui ont marché si vous voulez, moi ce qu'on a appris sur les notifications, c'est que si vous personnalisez la notification, donc par exemple avec du contenu du type sur une invite, vous avez déjà 4 amis sur Zenly, rejoignez la plateforme et que vous signez, déjà vous allez augmenter votre taux de conversion sur votre notif. Donc personnalisez la notif, absolument. Signez la notif pour montrer que ça ne vient pas d'un bot et que c'est pas une pub. Et si vous êtes une app de contenu qui crée par exemple un média original, de la vidéo, du son, de la photo, essayez de faire en sorte que votre application au début soit poreuse et partage en fait votre média
dans iMessage, dans Messenger, etc. Nous, quand on a commencé Leap au tout début, on a dû travailler 1 mois et c'était une app Messenger. Donc si vous allez dans Messenger, dans les 3 petits points, là, une personne va, il y a Leap. Et grâce à ça, au début, on a fait nos 100 000 premiers users en 1 mois. Et en fait, les gens, dès qu'ils envoyaient une Leap, donc il y avait vraiment juste une base de 1000 vidéos, ils prenaient une vidéo, ils mettaient leur voix, on pouvait faire que ça au début, et ils l'envoyaient sur Messenger. Et sur Messenger, on avait la vidéo Leap avec un petit bouton rejoindre en bas pour télécharger l'application. Ce que proposait Messenger de base lorsqu'ils ont lancé les bots en juin dernier. C'est plus la viralité. Mais du coup, c'est un type de un type de notification qu'on a, c'est d'un rich notification avant l'heure, avant qu'iOS 10 la sorte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si jamais on devait le refaire avec iOS 10, on ferait de la rich notification avec la Leap dedans carrément. On voit la vidéo, la notification s'expande et on a la vidéo directement après à jouer. Bon. S'il y en a d'autres, Ok, on enchaîne. on enchaîne. Merci Nicolas.